Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est midi, le grand journal, les titres. Le dialogue politique sous de meilleurs auspices, opposition, majorité non alignée et société civile s'entendent sur la mise sur pied d'une commission cellulaire dirigée par une personnalité neutre. Exigée par l'opposition, le Front de résistance, grand absent de cette rencontre du jour, réagit. Résultat de l'autopsie sur la jeune fille tuée par son petit ami à Thiès, viol suivi d'un traumatisme du rachis cervical avec fracture, le bourreau introuvable. Halte à l'hécatombe sur nos routes, cri du cœur de Ousmane Sonko, le leader du PASTEF fait un appel pressant à l'endroit des autorités et des usagers de la route. L'ouverture d'une enquête sur la grâce présidentielle accordée à Mamadou Ouri Diallo, c'est ce que réclament l'Ordre des pharmaciens du Sénégal. Également, la fermeture de Kër Serigne Bi à Dakar et les 300 dépôts clandestins de médicaments recensés à Touba. Le reportage du jour dans le train-train quotidien des talibés en ce mois de Ramadan. Dakar est-elle en passe de devenir la plaque tournante de la mendicité sous-régionale? On en parle dans ce journal, tout comme les actualités internationales. Georges Didier-Diop. Au Niger, 28 soldats morts dans la région de Tillabéri, victimes d'une embuscade. Le gouvernement décrète 3 jours de deuil national à partir de ce jeudi. En Gambie, les cyberactivistes et blogueurs demandent le respect des engagements pris par Adama Barrow. Il propose aussi la tenue d'un dialogue national. Au Soudan, la contestation ne faiblit pas. La mobilisation continue en dépit de la suspension du dialogue. L'ALC entend maintenir son sit-in au QG des forces armées. Développement à partir de midi et quart. Les sports, cher Tidiane Diagne, quel sera le menu? Athlétisme, Elhaj Amadou Diaba, promu à la commission des athlètes du comité international olympique. La fédération sénégalaise de la discipline s'en félicite. Vous entendrez son président, le colonel Sarawali, dans ce journal qui parle d'une bonne administration sportive dans les sports du Sénégal. Nous allons aussi parler de l'équipe nationale du Sénégal U20 qui se prépare à jouer la Coupe du Monde. Cette formation dirigée par Youssoufa Dabo va donc représenter le Sénégal aux Jeux africains de 2019. Là-dessus, vous entendrez le directeur technique national, Mayacine Mar, qui revient sur les raisons d'une telle décision. À suivre la chronique du jeudi, Abdoulaye Ndiaye, la revue de presse Georges Didier-Diop. À la technique de ce grand journal, il y a Lunba. À la présentation et toujours avec un immense plaisir, Binta Diallo. Bienvenue à tous et à toutes. Les suites de l'affaire de la jeune fille tuée par son petit ami au quartier Ersan à Thiès. L'autopsie révèle un traumatisme du rachis cervical avec fracture. Le présumé meurtrier aurait abusé d'elle avant de lui fracturer le crâne. Mamadou Salih Diallo, un ressortissant guinéen, est toujours en cavale. Il est activement recherché par la brigade de recherche de la gendarmerie de Thiès qui a en charge l'enquête. Une information de notre correspondant à Thiès, cher Anta Diop. À Thiès, il est 12h04. RFM, l'actualité politique. Le principal point qui devrait permettre un dialogue politique plus ou moins inclusif a trouvé accord. La mise en place d'une commission cellulaire dirigée par une personnalité neutre a fait l'objet de consensus entre la majorité, les non-alignés et la société civile, une exigence de l'opposition aux Sénégalaises. Mohamed Ali Mouba, vous revenez de cette rencontre. Le sort en est jeté pour les concertations politiques. L'opposition qui exigeait la mise en place d'une commission cellulaire dirigée par une personnalité neutre obtient gain de cause malgré son absence aux concertations. La majorité accepte enfin les préalables. Cheikh Sarr, porte-parole de la jour de la majorité présidentielle. War nañoo mën a ñëw réunion bi di ñëw war nañoo mën a ñëw teew lépp ñu teg ko ci table bi waxtaane ko. L'opposition significative a boycotté, mais le pôle des non-alignés non. Il a répondu présent et il se félicite des avancées. Déthié Faye, coordonnateur du pôle des non-alignés. Par exemple, le ministre de l'Intérieur ne peut pas nous imposer ou dire créer ceci ou créer cela. Le ministre de l'Intérieur a lancé les concertations. Il appartient aux acteurs politiques de se concerter et voir quel format mettre en place. Aujourd'hui, sur la base des propositions qui ont été enregistrées ici, nous avons retenu de mettre en place une commission qui aura un président et qui pourrait être assistée par au moins 2 personnes, mais toutes ces personnes seront des personnes réputées indépendantes pour que véritablement
nous puissions, à la fin des concertations, disposer d'un processus électoral consensuel qui permette d'aller librement et tranquillement à des élections sans contestation. La société civile qui a pris part aux discussions parle d'avancées significatives. Mondiaï Sissi, de l'ONG 3D. Donc c'est déjà une avancée qu'il faut saluer. Et donc nous, ce que nous allons faire, c'est déjà de les informer de l'ouverture qu'on a constatée ici avec la direction des élections à travers le ministre de l'Intérieur et la majorité. C'est dire que donc maintenant on peut avoir un bel espoir que ces concertations-là tiennent lieu. Prochaine étape, le choix de la personnalité indépendante qui devrait piloter les concertations. Objectif, discuter de tous les points de blocage dans le cadre du processus électoral. Le Front de résistance nationale se félicite de la mise en place de cette commission cellulaire. Il va toutefois se retirer pour proposer les personnalités qui doivent diriger ce dialogue. Écoutons le coordinateur du FRN, Maktar Souran, avec El Haj Ndiogoudienne. C'est la seule voie qui permettra d'aboutir à des consensus. Nous l'avons dit, nous l'avons répété, c'est avec une commission composée de personnalités indépendantes que nous avons eu des résultats dans le passé. Et le format qui était proposé n'a jamais donné de résultats. Historiquement, ça n'a jamais donné de résultats parce que nous estimons qu'il faut un dialogue, il faut un format. Et le format doit précéder même les termes de référence et tout. Il faut un format dès le départ et nous saluons cette décision-là. Maintenant, il faudrait, ce qui reste maintenant, c'est peut-être apprécier cette décision. Nous avons apprécié positivement. Nous allons nous réunir maintenant pour réfléchir sur les personnalités à proposer. Je pense que la prochaine étape, c'est de se mettre d'accord sur les personnalités et la personne qui dirigera cette équipe-là. Il faut qu'on sache que le dialogue ne se passe pas entre trois partis, le ministre de l'Intérieur, l'opposition et le parti au pouvoir. Il y a deux partis sur le pouvoir et l'opposition. Il faut qu'on sache ça. Et que pour dialoguer, les positions des uns et des autres doivent être tenues en compte et dès le départ. On ne peut pas appeler un dialogue, fixer un calendrier, fixer un canevas, dire les choses, qu'est-ce qu'on doit discuter et dire qu'on dialogue. On ne dialogue pas comme ça. Normalement, ce qui a été fait aujourd'hui devait être fait bien avant même la convocation par le ministre de l'Intérieur ou la réunion de ce matin. Les discussions entre non-alignés, majorité et société civile se sont faites sans la presse privée. Les portes de la Direction générale des élections leur ont été fermées. Seule la RTS autorisée à accéder à la salle des débats. Une discrimination qui n'a pas empêché aux journalistes de faire le pied de grue dans la rue. Les militantes de Aminata Tall étaient en assemblée générale aujourd'hui à Diourbel. Ils disent être suspendus aux ordres de l'ex-présidente du Conseil économique, social et environnemental, démise de ses fonctions par le chef de l'État. Ousmane Sonko n'est pas resté insensible, lui, aux accidents mortels survenus cette semaine sur nos routes. Dans un communiqué parvenu à notre rédaction et intitulé « Halte à l'hécatombe sur nos routes », le leader de PASTEF, les Patriotes, appelle d'abord les autorités à plus de vigilance dans les visites techniques, plus de rigueur dans la délivrance des permis de conduire, une sensibilisation sur la sécurité routière, entre autres mesures. Ensuite, aux usagers de la route, Ousmane Sonko leur demande plus de vigilance et de rigueur dans la maintenance des véhicules et plus de sérieux dans le respect du code de la route. Dans un appel de 6 points à respecter par les usagers, Ousmane Sonko termine pour dire que nous sommes tous concernés. Il est 12h10. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. RFM Midi, Binta Diallo. Et vous suivez le grand journal sur la radio en puissance. Après la grâce présidentielle accordée à Mamadou Diallo, qui a été condamné dans l'affaire des faux médicaments du tribunal ou de Touba Belel, l'ordre des pharmaciens du Sénégal monte au créneau. Il exige l'ouverture d'une enquête sur les conditions de cette grâce présidentielle. Les pharmaciens demandent par ailleurs la fermeture de 300 dépôts clandestins de médicaments recensés à Touba, de même que du site de vente de médicaments illicites appelé Kër Serigne Bi ici à Dakar. Le conseiller de l'ordre des pharmaciens du Sénégal, Dr Mbaye Aou, était l'invité de RFM Matin.
Nos avocats, nos conseillers juridiques nous ont clairement dit que la grâce octroyée au ce Mamadou Wuri Diallo s'est faite de manière illégale parce que la grâce est une disposition de la loi qui est conférée au président de la République mais qui est bien encadrée par cette même loi-là. Et par rapport à ce qu'ils nous ont servi comme argument, il est clair que Mamadou Wuri Diallo ne devait pas bénéficier de cette grâce-là dans la mesure où le processus judiciaire n'était pas encore fini parce qu'il avait tout simplement interjeté appel. Donc ce que nous demandons aux autorités du Sénégal, c'est d'ouvrir très rapidement une enquête et que la lumière soit faite sur ce qui s'est passé. Vous dénoncez aussi l'existence de dépôts clandestins de médicaments et vous interpellez l'État sur cette question. À Touba, imaginez-vous bien, il y a plus de 300 dépôts illégaux contre seulement 40 pharmacies. Et pour vous dire l'ampleur de ce phénomène-là, qui est le marché illicite des faux médicaments, la saisie qui a été opérée par la gendarmerie de Touba Belel à Touba était de 1,3 milliard, mais ce stock-là est plus important que le stock de toutes les pharmacies de la région de Diourbel réunies. C'est pour cela que nous demandons aussi à l'État du Sénégal de faire le nécessaire pour que tous les dépôts illégaux à Touba soient tout simplement fermés. Et ici à Dakar, tout proche de nous, Keur Serigne également, où ça donne cette activité illicite-là, soit tout bonnement fermée. Grogne au marché Gueule-Tapée, les commerçants ont fermé boutique ce matin pour contester le projet de démolition du marché par la mairie. Cette dernière leur demande de quitter les lieux suite à l'affaissement du bâtiment C. Ils indexent le délégué d'être de connivence avec la municipalité face à la presse aujourd'hui. Koumba Sandiane Faye. Dans 48 heures, les commerçants du marché de Gueule-Tapée doivent évacuer le bâtiment menaçant ruine, indique la sommation que la mairie leur a servi. Mais ils ne vont pas bouger de Nyota. La sommation, on l'a reçue hier. Et qui travaillent au marché, c'est eux qui vont vivre le marché. C'est notre bien qui est au marché. Et on travaille pour l'apporter à notre famille. C'est notre gagne-pain. Donc nous ne nous laissons pas faire comme ça. Au projet de démolition. Une sommation suite à l'affaissement du toit du bâtiment C082. Mais les commerçants ne veulent entendre rien de tout cela. La raison est autre. Le délégué est indexé. Quand l'autre maire était là, je ne cite pas de nom. Quand l'autre maire est là, le délégué a ramassé 2 millions de notre sueur et l'a donné au maire. Une gestion solitaire ainsi qu'une fin de mandat, c'est ce qu'on reproche à Mandiaye, qui n'est plus légitime, et la mairie est complice pour ce qui est du renouvellement de leur bureau. Le soi-disant délégué qui est au marché ne se concerte pas avec les commerçants. Il fait ce qu'il veut lui-même. Il ne se concerte avec personne. L'acte 3 qu'on a signé au marché, nous on n'était pas concernés. Oui, nous comptons mettre sur pied un comité de gestion plus vite que possible. Ces commerçants ont fermé leurs cantines et se font entendre. Ils ne veulent pas des cantines construites au niveau du canal pour leur déplacement. Nous allons tenter d'avoir la réaction de la mairie indexée dans ce reportage. Cela fait presque 3 ans que le gouvernement a initié le programme de retrait des enfants de la rue. Près de 2000 enfants ont été retirés dans un plan mis en œuvre selon le directeur de la protection des droits de l'enfant. Nyoro Baïdouf souligne que le programme a piétiné à cause du changement institutionnel noté dans le passé. Il est joint par El Hadj Ndiogoudienne. Il y a eu un changement institutionnel. La direction qui s'occupait de ce programme a été transférée au niveau du ministère de la bonne gouvernance. Donc, il y a eu quelques balbutiements du fait d'un changement de stratégie, et ce qui n'a pas été vraiment efficace dans les interventions. C'est du fait de cette instabilité institutionnelle qui s'est esquissée entre les deux phases du plan de retrait. Donc, la démarche n'a pas été consolidée entre-temps, et ce qui a fait qu'il y a eu un ralentissement. Mais maintenant, avec le nouveau ministère, nous allons résolument vers une évaluation d'abord de tout ce qui a été fait, capitaliser les expériences, les bonnes pratiques, et maintenant, de façon inclusive, impliquer toutes les parties prenantes. Au total, c'est un peu moins de 2000. C'est dans les 1800-1900 que nous avons pu retirer pour les 2 opérations qui ont été déroulées
entre 2016 et 2018. Dakar est en tout cas prise d'assaut par les mendiants. Le Ramadan, période propice où la capitale terreau fertile pour la mendicité. Le constat fait par certains Sénégalais est que tous demandent de l'argent et cette politique de la main tendue devenue gênante, agressive et récurrente profite le plus souvent aux ressortissants venus de la sous-région. Plainte et complainte dans ce reportage signé Salimata Awa. Au centre-ville de Dakar, les piétons se disputent la chaussée. En cette matinée, les vendeurs à la sauvette sont les plus nombreux. Interrogés sur la présence des talibés qui demandent souvent de l'argent, Ousmane Diaw veut d'abord qu'on fasse la différence entre talibés et enfants de la rue. Même si tu les vois, si tu regardes bien, tu leur donnes, mais tu ne regardes pas l'enfant à qui tu donnes. Parce que ce n'est pas un talibé. C'est les enfants de la rue que les gens utilisent à leur propre compte pour se faire de l'argent. On donne parfois par pitié ou bien par solidarité. Mais moi, ce que j'ai constaté, c'est que ce qu'on appelle les talibés, ce n'est pas des talibés. On doit les identifier et les éradiquer. L'État avait commencé. Cheikh Roussar est vendeur de portables et accessoires. Il pointe du doigt les commanditaires de cette mendicité. Tu vois quelqu'un se faire verser 30 000 francs par jour, c'est sûr qu'il ne va jamais arrêter. Les talibés, il faut leur offrir des denrées, mais l'argent, ils l'utilisent pour d'autres fins, comme les jeux de hasard. Et ça, c'est pas bien. Ce gérant de kiosque à journaux demande à l'État de réguler le secteur et d'identifier les vrais maîtres coraniques. Arona Kamara. Il y en a certains qui n'ont même pas d'école coranique. Maintenant, c'est à l'État de réguler le secteur et leur octroyer un salaire pour qu'ils puissent survivre au moins. Malgré la volonté de l'État de retirer les enfants de la rue, la mendicité continue sur toutes ses formes. La plupart des intervenants craignent pour la sécurité de ces talibés. Le directeur du port autonome de Dakar fait face à la presse à 13h. Ababakar Sadir Bey va s'entretenir avec les journalistes, entre autres questions, des résultats enregistrés par le port durant l'exercice 2017-2018. À Mbour, les acteurs de la pêche demandent à ce que l'arrêté de 6 mois interdisant la pêche nocturne soit élargi à 9 mois. La mesure a permis, selon eux, d'avoir beaucoup plus de sardinelles. Ils demandent également une harmonisation sous-régionale. Abdourahmane Diallo. En 2018, l'arrêté ministériel interdisant la pêche nocturne de petits pélagiques avait suscité beaucoup de polémiques chez les pêcheurs. L'heure est à l'évaluation de cette décision. Dr Mamadou Goudiaby, directeur des pêches maritimes. Les captures sont devenues beaucoup plus des captures des espèces ayant une taille commerciale assez bonne et qui leur permettrait de vendre avec un prix assez élevé. Par rapport à la capture de sardinelles de petite taille et qui sont parfois même invendues ou parfois même jetées au niveau de la plage. C'est des résultats satisfaisants à un niveau social, à un niveau économique, à un niveau durabilité de l'exploitation de la ressource. Le réseau régional d'aires marines protégées en Afrique de l'Ouest pense que cette mesure serait plus efficace si les pays de la sous-région l'appliquent. Jean-Henri Bienvenu-Sen, coordonnateur technique de projet du Rampao. L'idée, ce serait, à notre avis, de pouvoir arriver à une harmonisation à l'échelle des différents pays. En tout cas, nous, Rampao, qui œuvrons déjà sur 7 pays de la sous-région, notre plus grand souhait, c'est justement d'arriver à cette harmonisation au niveau sous-régional. L'année dernière, l'arrêté interdisant la pêche nocturne avait duré 6 mois. Rien n'est encore fixé pour l'année 2019. RFM Bourg. Abdourahmane Diallo. RFM. L'actualité internationale. L'actualité internationale avec Georges Déthédio. Bonjour Georges. Bonjour Binta. Nous démarrons par le Niger, le drapeau national en berne au lendemain de la mort de 28 soldats. Le gouvernement a décrété 3 jours de deuil à compter de ce jeudi. C'est hier que ces 28 soldats sont tombés dans une embuscade dans la région de Tillabéri, non loin de la frontière malienne. Une colonne militaire a sauté sur des mines placées sur leur chemin non loin de Tongo Tongo et cela rappelle l'attaque de 2017. À ce propos, nous avons joint au Niger, à Niamey précisément, le journaliste Moussa Aksar. Dans un premier temps, c'est leur véhicule qui est tombé sur un engin explosif improvisé. Ensuite, ils ont été accueillis par des tirs nourris d'armes de calibre divers. Et il y a eu, selon nos informations, 28 morts et plusieurs blessés.
Écoutez, cette zone-là, elle est située entre le Mali, entre la frontière malienne et nigérienne, et infectée des éléments djihadistes, des terroristes. On peut dire que c'est la zone de prédilection de Abou El Sahraoui qui a ce lieutenant qui ont infecté toute la zone. Donc, il y a eu dans un premier temps, après les événements de Tongo, qu'on peut l'appeler 1, et les dispositions n'ont pas été prises pour vraiment débarrasser cette zone-là de ces djihadistes-là. Mais deuxièmement aussi, il faut dire qu'il n'y a pas eu une action de sensibilisation des populations aujourd'hui qui sont laissées le long de cette frontière à la merci de ces terroristes-là. Et ensuite, cette poursuite a été engagée sans qu'il y ait, comme par le passé, une couverture aérienne. Dans le domaine stratégique militaire, on n'envoie pas un tel contingent dans un sanctuaire de la sorte sans qu'il y ait une couverture aérienne conséquente. Crise politique en Gambie, les cyberactivistes et les blogueurs s'en mêlent. Le réseau des cyberactivistes et blogueurs demande au président Adama Barrow de respecter son engagement. Il propose également la tenue d'un dialogue national sur la question avec toutes les forces vives de la nation. De Banjul, nous retrouvons Alun Badara Sonko. La situation politique en Gambie préoccupe le réseau des cyberactivistes blogueurs pour la démocratie. Aïcha Dabo, membre du dit réseau, est d'avis que le président Barrow gagnerait à respecter son engagement pour son image en dépit que la constitution ne l'y contraint pas. C'est là où est le désaccord. Bon, on se trouve dans une situation qui ressemble beaucoup à celui du Sénégal avec Macky Sall en 2012. Il avait dit qu'il allait réduire son mandat à 5 ans alors qu'il a été élu pour 7 ans. Donc là, légalement, Barrow a le droit de rester pour 5 ans parce que la Constitution le lui permet. Maintenant, il ne dépend que de lui. S'il veut tenir sa parole et organiser de nouvelles élections à partir de décembre 2019, donc ça dépendra de lui. Il devra démissionner et peut-être se représenter s'il veut. Le réseau invite le président Barrow à ouvrir un dialogue national sur la question avec toutes les forces vives de la nation. Ce qu'on préconise pour sortir de cette situation-là, c'est le dialogue parce qu'il y a pu avoir le changement en Gambie grâce au dialogue parce que l'opposition s'est regroupée et en octobre 2016 a tenu un congrès où un candidat a été choisi et ça a été Adama Barrow qui s'est présenté aux élections et il a été élu comme chef d'État. Donc je pense qu'à travers le dialogue, en fait, même si toutes les questions ne peuvent pas être réglées, certaines questions pourraient être réglées. Par ailleurs, le réseau des cyberactivistes et blogueurs pour la démocratie déplore l'arrestation des 15 personnes lors d'une manifestation pacifique ce week-end. Alun Badara Sonko, Banjul, Radio Futur Média. Direction à présent le Soudan où la mobilisation continue en dépit de la suspension du dialogue. L'Alliance pour la liberté et le changement entend maintenir la pression sur le Conseil militaire. Jean-Paul Ndour. Les chefs du mouvement de contestation regrettent la décision des militaires de suspendre pendant 72 heures les négociations sur une transition politique. Ils affirment leur intention de maintenir le sit-in de Khartoum. Les deux parties devaient plancher hier soir sur la composition d'un conseil souverain, organe clé de la transition vers un pouvoir civil. Le conseil militaire au pouvoir depuis la destitution le 11 avril du président Omar el-Béchir estime qu'une pause est nécessaire pour mettre fin à la dégradation de la situation sécuritaire dans la capitale où les manifestants multiplient les barrages routiers. Dans un discours diffusé à la télévision soudanaise, le chef du conseil militaire Abdel Fattah al-Burhan a demandé le démantèlement des barrages routiers, l'ouverture des ponts et d'une ligne de chemin de fer, de même que la fin des provocations à l'endroit des forces de l'ordre. Des mesures essentielles selon lui pour préparer le terrain à un accord global sur la transition politique. Dans un communiqué paru ce matin, les chefs de l'Alliance pour la liberté et le changement, fer de lance de la contestation, ont rétorqué que la décision du Conseil militaire est regrettable. Depuis lundi, 6 personnes sont mortes dans des heurts entre manifestants et forces de l'ordre. 8 autres ont été blessés hier dans les mêmes circonstances. Et au Maroc, des frictions entre la société civile et le gouvernement. 9 associations accusent le gouvernement de les priver de participation au sommet d'Ottawa sur le gouvernement ouvert. C'est comme ça que l'on appelle cette rencontre prévue du 29 au 31 mai au Canada. Ces organisations Binta, ces organisations de la société civile, menacent de boycotter l'événement au risque de ternir l'image de l'institution gouvernementale. Nous allons à Casablanca retrouver Khadim Baye.
La société civile marocaine s'en prend au gouvernement. Elle accuse ce dernier de ne prendre en charge que la participation de 2 associations, sur un total de 9, au sommet d'Ottawa sur le gouvernement ouvert. De quoi mettre en colère les membres de l'institution non gouvernementale qui attendaient avec impatience ce rendez-vous prévu le 29 et 31 mai 2019 au Canada. Ils considèrent qu'en tant que membres de la délégation officielle marocaine, les associations recalées ont droit à une prise en charge comme les membres représentant les ministères et autres institutions publiques de la gouvernance. Et à ce propos, si aucune solution n'est trouvée d'ici là, ils n'hésiteront pas à boycotter l'événement. Le pire est que le sommet d'Ottawa consacrera toute une journée de débat sur les rôles de la société civile et l'avenir du monde de manière générale, en l'absence de la société civile marocaine, une menace qui ne semble pas perturber le principal accusé, lequel se refuse à tout commentaire. Khadim Baye, Casablanca, Radio Futur Média. L'ex-chef politique de l'ETA, l'organisation séparatiste basque arrêtée en France. José Antonio Urutikoetcha Bengoetchka a été arrêté dans les Alpes françaises en exécution d'un mandat d'arrêt le visant pour avoir été condamné en 2017 à 8 ans de prison. Il était en cavale depuis 2002. Selon RFI, le tribunal correctionnel de Paris l'avait condamné en son absence le 1er juin 2017 pour participation à une association de malfaiteurs. Chef historique de l'ETA, c'est lui qui avait enregistré la déclaration finale par laquelle l'ETA annonçait sa dissolution définitive en mai 2018. Merci beaucoup, Georges. RFM Sport. Bienvenue, cher Tidiane. Merci à vous, Binta Diallo. Jeux africains 2019, la Confédération africaine de football décide de faire jouer le U20 à la place des Olympiques. Conséquence, les protégés de Youssouf Dabo, présentement en Pologne pour les besoins de la Coupe du Monde de leur catégorie, vont aussi défendre les couleurs du Sénégal à Casablanca du 19 au 31 août prochain. Le directeur technique national, Mayassine Namar, avance que le Sénégal s'y prépare déjà. Nous l'écoutons des propos recueillis par Sorokian. Oui, mais c'est vrai que nous, on était déjà dans une logique de préparation déjà des Jeux africains avec les U23. Et c'est pourquoi donc le programme, on avait commencé à dérouler notre programme de préparation déjà avec un match amical le 26 contre le Cameroun. Et que bon, voilà, que maintenant la CAF décide que les Jeux africains vont être joués par des U20. Bon, mais ça également aussi, bon, les raisons, ils l'ont bien expliqué, c'est parce que le 3e tour des éliminatoires donc, de la CAN U23 donc, se situe au mois de septembre, c'est-à-dire pendant les Jeux africains, et parce que c'était prévu au mois de juin, mais ils l'ont reporté. Donc ils l'ont reporté parce que pour cause de Cannes, pour le mois de juin, ils l'ont reporté au mois de septembre, août-septembre, et là également aussi il y a les Jeux africains. C'est pourquoi ils ont dit donc, ils ont décidé que les U20 le jouent. Maintenant, bon, on va s'adapter. C'est vrai que les U23, malheureusement, c'est la seule compétition qui est restée, c'est les Jeux africains. Mais c'est pas mauvais également aussi pour les U20 d'être également aussi dans la logique de compétition toujours, c'est bien après le mondial U20, on va attaquer une autre compétition qui est les Jeux africains. Et je crois que c'est une bonne chose parce que bon, on sort d'une compétition, on rentre dans une autre compétition, c'est bien. Présentement en Pologne, le U20 du Sénégal qui vont par ailleurs défendre les couleurs de la nation aux Jeux africains en football bien entendu. Donc participe, c'est Lyonceau, participe donc à la Coupe du Monde en Pologne. C'est prévu à partir du 23 mai. Ils auront comme adversaire les pays de la Pologne, la Colombie et Tahiti. Hier, les protégés de Youssouf Dabo ont livré un match amical contre l'Uruguay, match perdu sur le score de 2-1. Demain, un autre match de préparation pour les U20 sénégalais, ce sera cette fois-ci contre le Panama. El Hadj Amadou Djaba au CIO, la Fédération sénégalaise d'athlétisme, s'en félicite. Ah oui, on le sait, il lui revient désormais de défendre les intérêts des athlètes africains au Comité international olympique. La Fédération sénégalaise d'athlétisme s'en félicite et parle de la bonne marche de l'administration dans les sports. Nous écoutons le colonel Sarawali, président de la Fédération. C'est un honneur pour le Sénégal et pour l'Afrique parce qu'il a un palmarès vraiment bien palmarès en tant qu'administrateur parce qu'il gère le Centre africain de développement de l'athlétisme. Donc nous nous réjouissons de son intégration à la commission des athlètes du CIO. Effectivement, vous savez que l'athlétisme sénégalais, nous avons une bonne école sur le plan administratif. Donc vous n'êtes pas sans savoir que notre compatriote Mohamed Mbaye aussi, il a eu à occuper la région 2 et notre compatriote aussi, Lamine Diack, il a eu à gérer l'IAF. Ce qui veut dire que sur le plan administratif,
notre discipline se comporte pas mal. Alors, Président, le Sénégal se prépare à organiser les JOJ, les Jeux Olympiques de la jeunesse en 2022. L'athlétisme va occuper une grande part dans ces compétitions. Où en êtes-vous exactement à l'étape de préparation? Bon, nous, on n'a pas attendu le CNOS pour démarrer nos activités, dans la mesure où le directeur technique national est en train de poser des jalons vraiment intéressants au niveau des régions, en instaurant des écoles fédérales pour préparer des jeunes en direction de ces JOJ. Bon, peut-être ce qu'on a mis en place, c'est les moyens humains. On a mis l'expertise locale au service de ces jeunes-là. Peut-être on a eu à allouer aux ligues régionales une subvention modique, mais qui leur permettent quand même de démarrer. Basketball pour terminer sur TF1 cet après-midi au Stade Marius Ndiaye des quarts de finale de la Coupe du maire de Dakar. C'est en messieurs à 15h. Union sportive de Ouakam fait face au Saltigué de Rufisque. L'autre rencontre, toujours au Stade Marius Ndiaye, va opposer Mermoz aux militaires de l'ASFA. C'est à partir de 16h30. Hier, Duc et Douane ont franchi le cap des quarts de finale de la Coupe du maire de Dakar. Merci beaucoup, cher Tidiane. RFM, la chronique du jour. Abdoulaye Ndiaye, votre réflexion de cette semaine est un regard en ce mois de Ramadan porté sur les Sénégalais dans leur envie de consommer et les embouteillages monstres à Dakar. C'est d'abord le constat d'une sorte d'image d'Épinal qui colle à une capitale, Dakar, malade d'une circulation automobile dans ses grandes artères, ses rues et ses ruelles. Un phénomène accentué au premier jour de ce mois de Ramadan au point d'atteindre un niveau difficilement égalé. Il suffit pour cela de voir à l'approche de l'heure de rupture, les interminables files de véhicules avec des conducteurs pris dans une atmosphère de gaz de pot d'échappement. De lire sur certains visages un énervement. Autant de signes qui peuvent constituer un cocktail explosif, mettant à bout de nerfs quelques-uns. L'empressement de regagner leur domicile les pousse à transformer la circulation en désordre indescriptible, pouvant occasionner de graves accidents ou des chocs. Des désagréments qui auraient pu être évités si un esprit de tolérance et le respect réciproque entre citoyens avaient prédominé. Cette même forme d'intolérance est également observée aux entrées de boulangeries et autres grandes surfaces. Elle peut être l'affaire de quelques privilégiés qui font dans l'ostentation en décrétant la période du Ramadan comme celle de la surconsommation. Ces comportements mimétiques laissent parfois libre cours à des agacements dans les longues queues d'attente qui se forment dans ces endroits. Il n'est pas rare, dans cette frénésie de consommer, de constater l'indiscipline de certains. Arrivés les derniers, ils veulent être servis les premiers. Il faut dire que de telles attitudes peuvent être à l'origine de disputes et d'incorrections. Toutes ces situations évoquées interpellent notre fond moral et civique. Nous font apparaître comme un peuple traversé par le culte de l'individualisme, où chacun n'est occupé qu'à satisfaire ses besoins. Il s'en donne les moyens, quitte à piétiner tous les bons vieux principes moraux qui nous mettaient en conformité avec les normes sociales. En attendant, il faut souhaiter pour beaucoup d'entre nous que ce mois que nous vivons soit celui des ruptures nécessaires avec certaines habitudes. Pas toujours les meilleures. RFM, la presse du jour. C'est l'affaire de Georges Déthié Diop. L'opposition pas à la reprise des concertations ce jeudi. Selon les Échos, le Front de résistance nationale boycotte et exige la mise en place d'une commission cellulaire indépendante pour diriger les travaux. Du coup, le journal fait état d'une reprise du dialogue de sourds national. L'observateur, moins catégorique, indique que la participation des partis de l'opposition au dialogue national est suspendue à la réponse que le ministre de l'Intérieur va apporter par rapport à leurs interpellations. En effet, rapporte mon confrère, le Front de résistance nationale qui s'est réuni hier maintient toujours ses exigences vis-à-vis du pouvoir en place. Peut-être que les partis membres du Front reviendront à de meilleurs sentiments. L'observateur nous apprend que le président de la République a fait plusieurs concessions pour satisfaire les conditions des acteurs, surtout politiques. Entre autres, la mise en place d'un comité de pilotage du dialogue national, la désignation d'une personnalité neutre. Selon l'observateur, le chef de l'État a validé l'installation d'un comité préparatoire ayant pour mission de travailler sur les termes de référence. La proposition sera faite le 28 mai prochain. Le comité préparatoire d'une vingtaine de membres devra être composé des plénipotentiaires des pouvoirs publics, de la majorité présidentielle, de l'opposition et de la société civile. Le comité préparatoire devrait, après validation des termes de référence, se transformer en comité de pilotage du dialogue national avec la prérogative d'organiser et de conduire les travaux.
Alors que l'Obs traite de ses concessions de Macky Sall, Vox Populi s'intéresse à son frère Aliou Sall et à Lat Diop. En cause, le journal affirme que l'ex-directeur de la coopération et des financements extérieurs paie pour son opposition à Aliou Sall. Le journal donne comme explication le remplacement de la DCFE par la direction de l'ordonnancement des dépenses publiques. Un remplacement qui fait parler, c'est celui opéré à la tête du Conseil économique, social et environnemental. Aminata Touré qui prend la place de Aminata Tall. Et ce matin, Source A semble fouiller dans la gestion de l'ex-présidente du Conseil économique, social et environnemental. Et le journal qualifie sa découverte de bamboula familial, de bamboula patrimonial. Source A révèle que Aminata Tall nourrissait sans ménagement parents, amis, entre autres. S'y ajoutent plusieurs dizaines de conseillers et chargés de mission et 8 véhicules de fonction. Décor sans appel aux yeux de Source A. Enquête, lui, investit les routes avec la série d'accidents meurtriers. 12 de morts en moins d'une semaine. Cela fait dire au journal que la mortalité sur la route est un phénomène qui n'est malheureusement pas prêt de disparaître. Les mêmes inconséquences conduisant aux mêmes effets. En tous les cas, pour l'indiscipline notée au Sénégal, le khalife général des Tidjanes constate dans le journal Le Quotidien qu'il y a crise morale et d'autorité et les gens sont têtus. Selon Le Quotidien, Serigne Mbaye Mansour s'est désolé hier du comportement de certains citoyens qui ne respectent aucune autorité et de l'encombrement de la capitale. Le khalife des Tidjanes recevait le ministre de l'Urbanisme qui était à Tivavone pour solliciter ses prières pour la réussite de sa mission. Serigne Mbaye Mansour lui a demandé d'être ferme et rigoureux dans son management. Il l'a aussi invité à faire un suivi périodique des actions menées sur le terrain. À la une de l'AS, les Malaisiens débarquent à Dakar. Ils sont là depuis mardi pour régler le problème de réseau sur la carte d'identité qui engendre d'énormes lenteurs dans l'obtention du passeport numérisé. L'AS fait d'ailleurs état d'un bug à la DAF et à la direction des passeports. L'actualité judiciaire à présent avec l'affaire des commissions sur la vente de la licence à Soudatel qui refait surface. L'Obs et Libération révèlent que le parquet a requis le non-lieu contre Thierno Ousmane Sy, l'ancien conseiller antique de l'ancien président Abdoulaye Wade. Les mêmes demandes ont été formulées à l'encontre de Keba Kende. Et pour terminer, à la une de Record, CAN 2019, les 23 lions pour l'Égypte. Selon mon confrère, Cissé va publier sa liste vers la fin du mois et ce sont 23 ou 24 joueurs qui seront en stage de préparation. Quant à Sadio Mané, il rejoindra ses coéquipiers en Espagne. Ce sera après la finale de la Champions League européenne. À vos kiosques et bonne lecture. C'est la fin de ce grand journal. Le rappel de quelques titres. Le dialogue politique sous de meilleurs auspices. Majorité non alignée et société civile s'entendent sur la mise sur pied d'une commission cellulaire dirigée par une personnalité neutre exigée par l'opposition. Le Front de résistance nationale, grand absent de cette rencontre du jour, a positivement réagi. Résultat de l'autopsie sur la jeune fille tuée par son petit ami à Thiès, viol suivi d'un traumatisme du rachis cervical avec fracture, le bourreau introuvable. Halte à l'hécatombe sur nos routes, cri du cœur de Ousmane Sonko. Le leader du PASTEF fait un appel pressant à l'endroit des autorités et à l'endroit des usagers de la route. À la technique de ce grand journal, il y avait Alioune Ba. À la réalisation, El Hadji Ndiogou qui sera là dans un instant pour le 13h. Le journal du Ramadan, Tariq Ramadan, Nafissatou Silla Salam. Alaykoum salam Binta. C'est pour tout de suite. Inch'Allah. Bonjour et bienvenue à tous à ce nouveau numéro de Tariq Ramadan, l'actualité liée au Ramadan. 10 jours pour les uns, 11 pour les autres. Et les fidèles musulmans fréquentent beaucoup plus les mosquées en ce mois béni. C'est une des particularités du Ramadan à Kolda. Certains y vont pour prier, d'autres pour lire le Coran, se faire conseiller par l'imam. D'autres, par contre, vont à la mosquée pour se reposer. Kolda Abdoulaye Diallo.
En ce mois béni du Ramadan, il est noté à Kolda une hausse du taux de fréquentation des fidèles aux lieux de culte tels que les mosquées. Oustaz Sana Baldé est un de ces fidèles musulmans. On constate que les musulmans sont en train de fréquenter les mosquées d'une manière qui n'était pas avant le Ramadan. Alors que fréquenter les mosquées pendant le mois de Ramadan est bénéfique pour le musulman. Ils y vont pour plusieurs raisons. Vous pouvez aller écouter les traditions du Coran, vous pouvez aller écouter les conseils des imams et des ulémas, vous pouvez aller aussi même se reposer là-bas parce que la mosquée est faite pour beaucoup de choses. C'est pas seulement pour prier. Vous pouvez encore aller là-bas pour apprendre votre religion avec les imams, avec les marabouts qui sont dans ces mosquées-là. Ces fréquentations sont plus accrues pendant la première quinzaine du mois. Premier jour. Vous savez, le problème des Sénégalais, c'est le début. Le début, tout le monde essaie de faire l'effort d'être présent dans ces lieux-là. Mais au fur et à mesure que le temps passe, vous remarquez que les gens commencent encore à se replier. Ça, c'est l'habitude du Sénégalais. L'islam recommande aux fidèles d'aller vers les mosquées, même en dehors du Ramadan. L'islam a toujours demandé aux musulmans de fréquenter les mosquées parce que c'est le lieu où on peut avoir une concentration pour adorer son Créateur. Parce que dans les mosquées, vous n'êtes pas dérangés si les gens savaient l'importance qui est dans ces mosquées-là. Parce que tous nos problèmes actuels, c'est dû parce que les gens ne fréquentent pas les mosquées. Le prophète a dit dans un hadith que prier à la mosquée vaut 27 fois prier chez toi. La dernière prière du soir enregistre beaucoup plus de fidèles à cause des prières surérogatoires dites Nafila. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. Abdoulaye Diallo, et concernant cette présence massive des fidèles musulmans dans les mosquées en cette période du Ramadan, le sociologue Mamadou Wane estime que ce n'est pas fortuit et pour lui, les jeunes sont plus nombreux à fréquenter les mosquées de nos jours. Avec même cette crise existentialiste, nous l'écoutons. Mamadou Wane, il est interrogé par Kouma Sandiane Faye. C'est un mois béni et je pense que massivement tous les musulmans et notamment les jeunes maintenant avec la crise existentialiste beaucoup plus dans la religion parce que la religion c'est le champ de certitude quelque part. Bon, ces jeunes vont à la mosquée, ça leur donne un statut et ensuite comme c'est un mois de béni, tout le monde est là à voir ces instants de piété et je pense aussi simplement le jeune est devenu pratique religieuse à la mode. On n'a pas le même point de vue de la santé. C'est extrêmement important de marquer les premiers jours. Bon, il faut voir au fur et à mesure est-ce qu'il n'y aura pas un certain pourcentage qui préférerait rester à la maison et qui n'ont pas dans les mosquées. D'habitude, les statistiques montrent plus on va, plus la fréquentation diminue un petit peu. Mais moi, je me dis que quand même, dans des périodes où le retour à l'action, le retour à l'activité est quand même, à mon avis, un facteur émergent. À la grande mosquée de Touba, nombreux sont ceux qui attendent avec impatience l'heure de la rupture, et ce durant tout le mois de Ramadan. Des ndogou y sont gracieusement offerts, devenus même un grand rendez-vous pour tous les fidèles et encore plus pour les riverains de la grande mosquée de Touba. Depuis 19 ans, le service est entre les mains du Daïra Mahadmatul Hidma avec un budget journalier estimé à plus d'1 million de francs CFA par jour. Excusez-moi, Touba Mbaké, Marema Diop. Afin que tout soit prêt à l'heure de la rupture du jeûne, le travail commence ici. Nous sommes dans les bâtiments annexes de la grande mosquée de Touba. Ces espaces servent occasionnellement de cuisine, séparés selon les tâches. Dans l'espace réservé à la préparation du café, Ahmed Sidat, le chef de cuisine, est aux manettes. 1240 litres chaque jour d'un café, bisap, meew, ginger. On travaille à la chaîne. À 17h, c'est au tour des livreurs de pain de se pointer. Aujourd'hui, ce sont des centaines de sacs qui sont déposés. Le responsable, Serigne Cheikh, ne badine pas avec la propreté. Nous préparons des aliments sains et tout est bien organisé, les tâches bien réparties. D'autres se chargent des assiettes. L'heure est à la mise en place.
Sur chaque rangée, nous disposons 30 assiettes avec des tasses. On y met aussi 11 cafetières, 11 corbeilles à pain, ainsi de suite. Tout est au complet. Les gens arrivent un à un, d'autres par groupe. Ils attendent tous leur fatidique. Tout ce que l'on disait, c'est vrai. Je viens de le voir. Je suis ébloui. J'attends impatiemment l'heure de la coupure. 19h30. Enfin, la délivrance. Soulagés, ils expriment leurs sentiments. Vraiment, tout est bien fait. Il n'y a rien à dire. On rend grâce à Serigne Touba. Je suis très content, j'en perds les mots. Depuis 2000, ces ndogos sont organisés par le Daïra Moukhaddamatoul Khidma. Plus d'1 400 000 francs CFA dépensés par jour pour le plaisir des nombreux fidèles. Marema Diop, Touba Mbacké pour la radio Futur Média. Et durant le ramadan, nombreux sont les jeûneurs qui se montrent charitables. Les bonnes actions se multiplient et souvent entre voisins. Aminata Goudiaby nous en parle depuis Fatick. Reportage. Ici, nous sommes dans une boutique d'alimentation générale. Cet homme d'une quarantaine d'années a l'habitude d'y faire ses achats. Il est musulman et selon lui, l'entraide et la solidarité sont fondamentales dans l'islam. Pas question donc pour lui de les négliger. Dans mon quartier, souvent, je donne des dons pour les aider aux femmes, surtout partout. Même j'envoie aussi des gens à Fouta, à Dakar, voisinage et mes oncles. C'est important pour moi et puis je vois que vraiment ça me donne la paix, être heureux et puis vraiment c'est fortifiant quoi. Si c'est Sénégal, c'est pour nous tous. Que nous tous on est pareil. C'est aussi le sentiment de Siré Djidjou, une mère de famille rencontrée sur une rue de la commune de Fatick. Offrir des plats ou des jus, j'y pense beaucoup. C'est ça la solidarité. Et l'islam le recommande vivement. Ce n'est pas à négliger. Les musulmans sont censés donner la charité et ce pendant toute l'année, mais durant le mois de jeûne, certains s'en souviennent plus que d'autres. Durant le mois de Ramadan, les plus nantis doivent faire un geste, aider son prochain. C'est ça qui est normal. Le Ramadan est un moment de piété où les bonnes actions doivent être multipliées. Selon Amadou, les plus nantis doivent penser davantage aux nécessiteux. Donc, et puis il faut aussi les riches s'approchent aux pauvres, de les aider. Parce que quelqu'un, s'il n'a pas de moyens, il n'est pas, toujours il est un peu enfermé, il ne veut pas, tu vois. Mais toi, le riche, tu dois s'approcher le pauvre. Comme ça, vous aurez vraiment à leur aider, quoi. Mais avec la cherté de la vie, beaucoup de musulmans semblent oublier cette recommandation. D'après Dibigay, ce n'est plus comme avant. Ce que je voyais avec mes parents, maintenant, ça ne fonctionne plus. Je croyais que c'est à cause de l'argent, la conjoncture aussi. Il n'y a plus d'argent, il n'y a pas de travail. Maintenant, c'est ça le problème. C'est ça qu'on poursuit maintenant. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. C'en est fini pour ce numéro de votre rubrique Tahrir Ramadan, l'actualité qui concerne le Ramadan. Merci à El Hadj Ndiogou qui a assuré la réalisation. Aliouba était à la technique, Nafissatou Silla à la présentation. De suite, place à Allo Présidence.